Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Depuis l'affaire Edward Snowden et Wikileaks, des voix s'élèvent pour réclamer un statut protégeant les lanceurs d'alerte. Au niveau européen, des députés travaillent déjà en ce sens, mais qu'en est-il en Belgique, chez nous? Un reportage de Pierre Scon. Est un lanceur d'alerte celui qui, à un moment de sa vie, ne supporte plus son état et son statut de salarié ou de travailleur, etc., parce qu'il participe à un système qui produit de l'injustice, quoi. Et il a un conflit intérieur terrible, et les matins, il est de plus en plus malheureux à aller à son travail ou à cautionner finalement ces pratiques dont il sait qu'elles sont parfaitement illégales. Ce qui n'est pas forcément le premier problème. Le problème, c'est qu'elle fabrique de l'injustice, c'est qu'elle fabrique une crise économique, etc. Je trouve qu'il y a une injustice flagrante entre la victoire judiciaire, qui a été longue à se dessiner, mais que le résultat quand même de cette procédure, de ces visites d'huissier chez moi, plus de 300, de ces plaintes à répétition, plus de 60, dans différents pays, etc., se sont résolus judiciairement par une décision de la Cour de cassation française qui donc avalise complètement mon travail. Après avoir travaillé 2 années, donc la plus grande juridiction dit en quelque sorte, parce que c'est le message, donc enquête sérieuse de bonne foi servant l'intérêt général, ça veut dire que les accusations graves que je porte contre Clearstream, à savoir qu'elle héberge des banques mafieuses, qu'elle pratique d'une manière industrielle la dissimulation de traces de transactions bancaires, en quelque sorte qu'elle est un outil absolument nécessaire et indispensable, on va dire, à la fabrication du crime organisé, pour faire court, et qu'elle est surtout une pompe à finances pour les paradis fiscaux. On était des pionniers, quoi. C'est-à-dire qu'on était seuls face à cette adversité, et le principe est celui qui a été appliqué ensuite par beaucoup d'autres, c'est-à-dire vous avez un témoin de l'intérieur qui vous sort des documents explosifs en grand nombre, en l'occurrence ces fameux listings de Clearstream qui prouvaient il y avait 6800 comptes ouverts dans des paradis fiscaux. Et ça sort dans l'opinion. Enfin, l'opinion publique est témoin de ça, puisque j'en fais un livre et un documentaire. Et ensuite, vous avez les procès. Voilà, les procès en diffamation, enfin, cette intimidation permanente, on vous menace, on vous les pressions, enfin, etc. Et ce qui s'est passé pour moi finalement, ou ce qui s'est passé pour LuxLeaks, ou ce qui se passe pour UBS, c'est qu'on est submergé par les frais de justice, quoi. Et donc c'est le fric qui réussit à tuer l'information. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et donc, moi, si j'ai gagné, c'est parce que mes amis ont créé un comité de soutien. Ma défense a coûté plus de 180 000 € à la fin de tout ce combat. On a fait un chèque de 800 € au Restaurant du Cœur. Et tout cet argent a servi ou à payer des amendes que j'ai eues, ou à payer mes avocats. Ça vous suffit là où je les range ou... Le moment le plus difficile, je pense, ça a été d'être en garde à vue, donc en cellule. Moi, c'était ma première fois en garde à vue, hein. Et donc là, il se trouve que je suis très myope, j'avais même pas droit à mes verres de lunettes, de peur, je sais pas, que je m'ouvre les veines, j'en sais rien. Donc, enfin, voilà, donc je voyais même pas le sol, s'il y avait de la pisse par terre. Et puis donc c'était un peu, après c'est pas un traumatisme terrible, mais c'était une situation assez désagréable.
C'est une indignation très très forte. Déjà au moment de copier les documents, alors là, tant que je copie les documents et qu'ils restent sur mon disque dur, ça ne prête pas à conséquence, donc je considère que ce n'est pas une décision très lourde. Et c'était dans un contexte, en 2010, où on était en plein dans la crise des dettes publiques, donc avec des plans d'austérité un peu partout en Europe, notamment en Grèce, où il y avait une situation problématique sur le plan humanitaire, quoi. Et donc là, moi, il y a un lien direct entre le fait que les entreprises, les multinationales qui s'implantent en Europe ne parviennent à ne pas payer d'impôts, notamment grâce au Luxembourg, et qu'à côté de ça, on voit le peuple grec qui est dans des souffrances terribles. Moi, il y a vraiment quelque chose qui m'indignait très fortement. Tout le monde sait pertinemment que, oui, les grandes entreprises utilisent le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas pour ne quasiment pas payer d'impôts, mais il n'y a pas de documents, en fait. Les gens qui travaillent, qui sont dans le milieu, contribuent à cette très grande opacité. Et donc, ce qu'il y avait besoin, c'est juste d'un petit grain de sable pour mettre ça sur la place publique, quoi, pour dire, mais regardez, on ne peut pas nier, ces montages-là, ça permet de payer 1% d'impôts sur des millions de bénéfices. Et tant qu'on n'a pas le document, je veux dire, on peut pas, voilà, on peut pas s'y attaquer. Et donc là, le mettre sur la table, je me suis dit, ces documents permettent peut-être de changer quelque chose, donc il faut tenter le coup, quoi. Ouais, 2018, c'est un tournant dans ce combat judiciaire, puisque après un premier procès et un appel, enfin la Cour de cassation de Luxembourg casse les précédentes condamnations en reconnaissant pleinement mon statut de lanceur d'alerte au sens de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui était l'argument principal de ma défense depuis le début. Donc enfin, on obtient gain de cause. Ça questionne très profondément les principes de la démocratie. On parle de contrat social, effectivement, je veux dire, un principe fondamental, c'est l'égalité devant l'impôt et le consentement à l'impôt. Donc déjà, là, il n'y a plus d'égalité. Voilà, on voit que certains contribuables, les plus riches, ou en tout cas les plus mobiles, ceux qui menacent de se délocaliser, parviennent à ne pas payer, quasiment pas payer d'impôts. Un soir en septembre, je m'apprête à quitter le bureau et mon téléphone sonne. C'est sur mon portable, un numéro caché, je décroche et une personne qui ne se présente pas demande si je suis bien Alexis de Soif, président de la Ligue des droits de l'homme. Je confirme et il me dit qu'il a des informations à me transmettre, qu'il a appris que des actions policières auraient lieu et ont lieu autour du parc Maximilien et il me déroule tout le détail des opérations policières. Et il m'explique qu'il est vraiment choqué du fait que le 21 septembre, il y a une grande action policière qui est prévue où ils veulent arrêter 250 personnes. Et j'entends bien qu'il est pris par un peu sentiment de révolte et que c'est vraiment pour ça, visiblement, qu'il me téléphone. Et il me dit voilà, si vous pouvez faire quelque chose pour empêcher que ça ait lieu, c'est pour ça que je vous téléphone. Cette info-là, elle me semble suffisamment crédible pour que je la transmette à une journaliste qui fait un article dans Le Soir où je reprends tout le détail. Et alors, quand il m'a retéléphoné pour se féliciter, pour me féliciter que ça avait été annulé, j'ai proposé qu'on se voie en disant voilà, ce qui s'est passé, c'est le ministre nie le fait que cette grosse opération avait des quotas et on s'est vu. Après, j'ai été fort impressionné moi de cette rencontre en fait. Il m'a montré une série d'emails qu'il m'a donnés, mais en disant que je ne pouvais pas les montrer à la presse parce que si je les montrais à la presse, il allait être identifiable et qu'il risquait son job. Et au début, il avait la lèvre inférieure qui tremblait un peu et je voyais qu'il était impressionné de me parler. Il me remerciait de prendre ces risques-là alors que c'est lui qui prenait les risques. Il était mis clairement dans cet email, on veut arrêter,
on va arrêter 250 personnes. Et les quotas c'est clairement illégal. On ne peut pas décider à l'avance combien de personnes on va arrêter. C'est bien pour ça que le ministre a tout de suite nié les quotas. On ne peut décider d'arrêter quelqu'un qu'au moment du contrôle, parce qu'il y a une série de conditions qui doivent être remplies. La personne doit être en séjour illégal, pas de documents, et donc seulement à ce moment-là, on sait si on doit l'arrêter ou si on doit la laisser passer son chemin. Et donc dire à l'avance qu'on va arrêter entre 20 et 30 personnes ou dire à l'avance qu'on va arrêter 250 personnes, c'est clairement illégal parce qu'on n'en sait rien combien de personnes on va arrêter. J'en retire quand même beaucoup de positifs parce que grâce à l'action de ce lanceur d'alerte et à son courage, parce que c'est lui qui a pris les risques, l'action du 21 septembre a échoué. C'est une vraie nécessité, on le voit, que les lanceurs d'alerte, tant dans le public que dans le privé, puissent avoir une vraie et une réelle protection et ne pas être sanctionnés. Il y a une vraie situation de crise, c'est-à-dire qu'il a été mis à l'isolement depuis à peu près plus d'un mois au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres, où il est enfermé depuis bientôt 6 ans, pour avoir révélé des crimes de guerre et crimes contre l'humanité des États-Unis en masse. Et dans cette situation-là, aujourd'hui, on a mis des brouilleurs autour de sa chambre, donc il n'a même plus accès à Internet, ni au téléphone. Ses avocats ont un droit de visite très particulier, c'est-à-dire très restreint, et aucun de ses amis ou quoi que ce soit ne peut le visiter. Donc c'est pire qu'une prison, de très loin. 7 years without charge. Why my children grew up without me. That is not something that I can forgive. It is not something that I can forget. Et la situation commence à devenir très dure, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'expulsion vers les États-Unis et de condamnation à vie, en fait, là-bas, pour avoir révélé ses secrets d'État, et une difficulté à mobiliser autour de cette figure, parce qu'on est tous fatigués de la situation. Lui le premier, nous aussi comme avocats, on se bat contre le vide depuis des années, on a obtenu des décisions judiciaires favorables dans toutes les juridictions, y compris à l'ONU, qui a qualifié cette situation de détention arbitraire, et pourtant ça ne change pas, et ça ne change pas pourquoi ? Parce qu'il s'est attaqué au secret d'État américain, et qu'à partir de là, quand vous touchez au Sacré Graal, vous le payez très chèrement. Et tous les arguments de droit que vous pourrez leur opposer ne seront pas suffisants. On s'est attaqué à des services secrets, donc à partir de là, les services secrets considèrent qu'ils ont tous les droits pour vous sacrifier et vous détruire. Je pense que c'est essentiel de construire des dispositifs de protection, ça c'est évident. Ils sont toujours insuffisants, parce qu'il y aura toujours des luttes de pouvoir contre les lanceurs d'alerte. Et le lanceur d'alerte, par définition, j'allais dire ontologiquement, c'est un individu. Et un individu face à un appareil de pouvoir. Donc nécessairement, le rapport de force ira à son encontre. Les États doivent rééquilibrer ce rapport de force en créant des dispositifs d'appui aux lanceurs d'alerte. Mais il faut savoir que dès le moment que vous devenez lanceur d'alerte, vous êtes en position de fragilité, de vulnérabilité, parce que vous êtes en train de vous attaquer à des intérêts beaucoup plus puissants que vous. Ce qui devient important pour eux, c'est juste la question de la justice et de la justesse de leur acte. Et ils sont mus par cet idéal, qui est intime, hein, et ils avancent, quoi. Et ils avancent, et après, ce qui vivra verra, et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, on peut être complètement détruit quand on défend ses idées, y compris dans des sociétés pseudo-démocratiques ou qu'on dit démocratiques. Donc ouais, la folie de l'inconscience, et en même temps, derrière, la beauté du geste aussi. C'est assez merveilleux, quoi, de voir que c'est encore possible aujourd'hui.